Bonjour. Je voudrais parler de la sexo-psychologie au regard, ce qu'on pourrait appeler, au regard du marxisme, au regard du débat sur l'emploi. Car, et je voudrais le préciser, mais je l'ai toujours dit, les femmes sont demandeurs d'emploi. Quand je dis ça, ce n'est pas une banalité. Ce sont les demandeurs d'emploi par excellence. C'est-à-dire que ce sont des gens, c'est une humanité, quand on lit le chapitre 2 de la Genèse, qui a été appelée pour seconder l'humanité principale, en quelque sorte. Donc, ces personnes, on ne peut pas comprendre le chapitre 2 de la Genèse sans se situer par rapport aux questions d'immigration aujourd'hui, dans les années 70, par exemple en France. On a fait appel à des populations pour venir compléter, pour venir décharger aussi d'une certaine manière les populations locales françaises. Décharger parce que, qu'on le veuille ou non, il y a des travaux que les Français ne voulaient pas faire dans les conditions qu'on leur proposait. Donc cette dialectique qu'on retrouve dans les manifestations actuelles sur la loi travail ne peuvent pas être comprises sans cette perspective d'une population qui a été appelée pour venir en aide, pour employer l'expression de la Genèse, Ezra, pour venir en aide aux populations indigènes. C'est une pièce rapportée de toute manière. Et le problème, c'est que à certains moments, et c'est tout le problème de la loi travail, à certains moments, mais c'est aussi le problème du divorce, en tout cas dans le contexte judéo-musulman, le guet, à certains moments, on n'a plus besoin de ces personnes à employer. Parce que l'économie ne le permet pas, parce que ceux qui les employaient se sont aperçus qu'ils pouvaient faire le travail eux-mêmes, et notamment grâce à la machine. Donc, il y a un problème moral un problème moral qui est extrêmement ancien, qui s'appuie sur des millénaires et des millénaires d'histoire, à savoir que l'on a fait appel à des populations, on a fait venir des populations pour leur conférer un emploi. Un emploi qui est évidemment un emploi d'accompagnement, un emploi auxiliaire, un emploi servile en quelque sorte. Alors, j'écoutais ce matin sur Radio Notre-Dame un prêtre assez connu, je crois, qui s'appelle Grosjean, qui parlait du travail comme accomplissement. Alors, le droit au travail. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il me disait, il ne faisait absolument aucune différence entre les types de travaux. Ça m'a toujours choqué. L'important, c'est d'être employé. Employé pourquoi? Peu importe. Être payé, pouvoir faire vivre sa famille. Donc l'employeur, il y a un culte de l'employeur. C'est l'employeur qui va employer et qui va permettre à ceux qui sont employés de s'accomplir, comme dirait ce prêtre. Bon, pourquoi pas? Mais ce qui manque à ce discours totalement, bien que l'Église reconnaisse la différence fondamentale entre les hommes et les femmes, mais elle ne l'approfondit pas. Il est clair que les femmes doivent être employées, veulent être employées, tout comme les immigrés veulent être employés, comme les machines, en quelque sorte, veulent être employées. Tous ces gens-là, tous ces êtres-là,
je ne parle même pas des animaux qui veulent être employés, y compris, ça va peut-être choquer certaines personnes, y compris pour être consommés, d'ailleurs. Mais avant d'être consommé, il y a une existence. Donc, il y a un problème de l'emploi. Et les employeurs doivent être encouragés à employer dans la mesure où, si les conditions de l'emploi évoluent, changent, il ne faut pas qu'ils soient prisonniers de conditions antérieures, qui ne sont plus appropriées, qui ne sont plus adéquates. Donc, pour en revenir à Karl Marx, la lutte des classes, c'est aussi la lutte des sexes. C'est la lutte, si on peut parler de lutte d'ailleurs, entre les employeurs et les employés. Et alors, c'est une situation très ambivalente, puisque les employés ont besoin des employeurs. Alors, les employeurs ont peut-être besoin des employés, mais les employés ont besoin des employeurs, puisque ça fait partie de leur réalité existentielle. Ils ne peuvent pas fonctionner sans être employés. Et le droit au travail, c'est un droit qui fait sens pour les employés. Maintenant, est-ce que les employeurs ont l'obligation d'employer? Ça, c'est un problème de la société dans son ensemble. Comment résoudre les problèmes au niveau collectif? Mais un entrepreneur donné n'a pas à employer à tout prix quelqu'un et n'a pas à perpétuer indéfiniment un emploi qui n'est plus approprié. On est clair là-dessus. Maintenant, la question, c'est que fait-on de ces employés qui sont souvent des employables quand ils sont au chômage? Toute personne qui ne travaille pas peut considérer qu'elle doit travailler, qu'elle doit être employée. Parce que ça lui donne une légitimité, je ne sais pas, d'essence, d'honnêteté, d'être employé et d'avoir tout ce qui va avec l'emploi. Le respect des autres, de sa famille, les moyens de survivre, etc. Mais c'est un élément subsidiaire. C'est-à-dire que c'est un apport dont on peut avoir besoin ou pas. Et à un moment donné, on va dire, ben non, on n'a plus besoin de tout ça. De toute cette population que j'ai signalée, que j'ai listée tout à l'heure, on n'en a plus besoin. Les végétariens, par exemple, disent on n'a plus besoin des animaux, parce qu'on ne veut plus consommer de viande. Donc, ils ne veulent plus employer d'animaux, tout simplement. Et s'ils ne veulent plus employer d'animaux, qu'est-ce qu'on fait? Donc on n'a plus besoin d'en élever. De la même façon, à la limite, si on n'a plus besoin de femmes, autant ne pas élever de filles, ce qui s'est produit d'ailleurs en Chine. Pourquoi pas? Si effectivement, bon, de la même façon d'ailleurs que, alors il y a ce qu'on appelle les auto-employeurs. Les auto-employeurs, c'est exactement ça. C'est quelqu'un qui s'emploie lui-même, donc qui est à la fois entrepreneur, mais qui ne fait pas appel à des employés, pas nécessairement. Et l'auto-employeur, c'est un modèle tout à fait intéressant, mais qui est un modèle essentiellement masculin. Alors je voudrais revenir aussi sur la question du pouvoir féminin, sur lequel on glose beaucoup, les femmes peuvent exercer le pouvoir, etc. Mais ce n'est pas exact. Ou du moins c'est une façon de définir les choses. Si je donne du pouvoir à quelqu'un, il a du pouvoir. Si François Mitterrand donne du pouvoir à Guy Cresson, elle a du pouvoir comme Premier ministre. Mais ce pouvoir, ce n'est qu'une délégation. Tel ministre du gouvernement actuel n'a de pouvoir que par délégation. Il est employé par le gouvernement, en fait, tout simplement. Et si on n'en a plus besoin, on n'en a plus besoin. Donc pouvoir, dans une logique où les employeurs ont des employés et se déchargent de certaines tâches sur les employés, ben forcément, ils vont également leur donner du pouvoir. À telle enseigne, je l'ai déjà dit, que on finit par donner du pouvoir à des vigies
africains à l'entrée de la Bibliothèque nationale ou à l'entrée des supermarchés. À l'entrée et à la sortie d'ailleurs. On leur donne du pouvoir. On leur donne un pouvoir. On se débarrasse de cette charge d'un certain type de pouvoir sur une population immigrée, une population différente, en tout cas perçue comme différente. Et ça, c'est très important. Il ne faut pas oublier cet élément essentiel, c'est que fondamentalement, les employeurs et les employés n'ont pas le même profil. Ça, c'est une règle fondamentale de toute société humaine. C'est-à-dire que l'on distingue, on doit être capable, c'est une question immunitaire en quelque sorte, on doit être capable de distinguer ceux qui sont les employeurs et ceux qui sont les employés. Que ce soit des animaux, des machines, des femmes, etc. Elles ont, ou des hommes de couleur, ils ont un profil distinct. Et on ne peut pas les confondre. Et tant qu'on ne peut pas confondre, ça va. Maintenant, on pourrait dire que, par exemple, le terrorisme profite du fait qu'il peut s'infiltrer à partir de populations qui ont le même profil que ces terroristes, physiquement. Physiquement, tout simplement. Ce n'est pas une question d'idéologie ou de religion. Physiquement. Paf. Une population physiquement X ne peut pas ne pas être infiltrée par des gens qui ont le même profil que cette population-là. Point final. Donc, pour revenir à Marx, toujours, qui d'ailleurs dans le manifeste du Parti communiste signalait le problème des femmes, disait que le développement des machines allait favoriser l'arrivée des femmes sur le marché du travail parce que les machines rendaient ce travail plus accessible et donc faisait baisser le niveau de compétence. Il le disait clairement. Bon, et bon, c'est pas. Mais il n'allait pas jusqu'à dire que les femmes constituaient un élément essentiel de la lutte des classes. Parce que, effectivement, cette problématique-là n'avait pas été suffisamment mise en avant. Parce que pendant très longtemps, les femmes ont été employées par les hommes sans avoir le statut de travailleur, sans avoir de fiche de paye. Donc elles travaillaient, elles ont toujours travaillé les femmes. Mais on joue sur les mots. On dit, elles ne travaillaient pas. Mais si elles travaillaient. Elles travaillaient. La question de savoir si quand on travaille, on doit être rémunéré ou pas, et de quelle façon on doit être rémunéré, c'est une question annexe. La question c'est, est-ce qu'elles étaient employées? Et la question c'est qu'elles ont toujours été employées, ne serait-ce que pour faire des enfants, mais aussi pour les tâches ménagères, etc., etc. Donc elles étaient employées. Alors on est en train de nous dire maintenant les choses ont changé, maintenant elles sont employées. Mais non, elles ont toujours été employées, sauf qu'elles n'avaient pas le même statut. Mais sur le principe général, philosophiquement, c'est la même chose. Ça n'a pas bougé. Alors, je crois que j'ai à peu près dit ce que je voulais dire, à savoir que la loi sur le travail, elle met en avant cette espèce d'exigence de la part notamment des femmes, des jeunes femmes, des étudiantes. Elles veulent qu'on les emploie. Elles exigent qu'on les emploie. De même que les immigrés qui sont en France exigent qu'on les emploie. Bon. Et je suis obligé de dire que toute forme d'emploi est réversible. C'est-à-dire qu'on a pu faire venir à un moment donné des populations pour être employées et les choses vont changer. Alors ce que je veux dire par là, et ça va évidemment paraître un peu extraordinaire ce que je vais dire, c'est que il y a une situation de l'emploi, comme je viens de le dire, qui est extrêmement ancienne, notamment concernant les femmes qui sont employées depuis des millénaires. La question est de savoir si cela aussi peut être remis en question. Et malheureusement, on est obligé de répondre oui, tout peut être remis en question. Et donc par conséquent, en quelque sorte, et j'irai un peu trop loin peut-être, mais en quelque sorte, dire que l'on peut
ne pas employer quelqu'un ou ne plus employer quelqu'un, c'est ça le grand problème, ne plus employer quelqu'un, ça renvoie aussi aux immigrés en France, mais aussi aux femmes qui ont été également employées au cours des millénaires. Est-ce qu'on a le droit de remettre en question cet emploi qui leur a été proposé et qui désormais ne fait plus sens? Voilà la question qui se pose.